de la conférence, donc, c'est qu'est-ce que le bien-être des équidés? Alors, tout d'abord, le sommaire de la présentation. Donc, on va revoir la définition et le contexte du bien-être animal et du bien-être des équidés en particulier. Ensuite, on verra comment cela s'applique au cheval dans son milieu de vie et au travail. On abordera rapidement ensuite comment évaluer le bien-être. Et ensuite, je vous présenterai quelques connaissances récemment publiées sur l'intelligence du cheval qui permettent justement de mieux respecter le cheval dans nos relations quotidiennes, si effectivement il nous comprend mieux et on comprend mieux comment lui nous comprend. Alors, tout d'abord, la définition du bien-être. Donc là, je vous présente la définition de l'ANSES. Donc l'ANSES, je vous rappelle, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc organisme de référence. Cette définition a été publiée en 2018, sachant qu'elle est évolutive. La précédente datait de quelques années auparavant et à chaque fois, elle est enrichie des nouvelles connaissances. Donc, le bien-être des animaux est défini comme un état mental et physique positif. Donc, tout d'abord, on voit que les experts ont mis l'état mental avant l'état physique. Donc, ça montre tout l'intérêt de cet état mental. Et c'est un état positif. Là encore, ça fait état des connaissances récentes, puisque jusqu'à présent, et encore maintenant, on définissait le bien-être plutôt comme une absence de mal-être. Donc, c'est lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal. On va voir ensuite à quoi ça correspond, et de ses attentes. Donc ça, c'est hyper important, les attentes, ça veut dire que l'animal, il ne vit pas que dans le présent. Il vit dans le passé, il a une mémoire, il a enregistré un certain nombre de choses dans son cerveau, et il vit aussi dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il a des attentes, notamment en fonction de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux. Tout le monde connaît les hennissements ou les appels de contact des chevaux quand la voiture arrive le matin dans la cour pour distribuer l'alimentation. Deuxième partie de cette définition, l'état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Ça veut dire que, en fait, tout le ressenti de l'animal est primordial dans son état de bien-être. Bon, on va voir un petit peu après à quoi ça correspond. Donc, j'ai mis en dessous des photos de chevaux qui correspondent certainement pas à des états de mal-être et j'espère plutôt à des états de bien-être, même si on a plus de mal à définir cet état positif. Donc, le premier, cheval attentif à son entraîneur. Le deuxième, des chevaux qui interagissent ensemble. Et le troisième, un cheval au travail qui est relaxé, oreille en avant, et donc qui est plutôt dans un état positif. Alors, les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux, ils se déclinent en 4 grands principes. Alors, je dirais même que le bien-être animal, les besoins physiologiques et comportementaux des animaux, d'une façon générale, ils se déclinent en 4 grands principes, donc déclinés du welfare quality: l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement. Et là, j'ai décliné dans chacune des cases les besoins fondamentaux des chevaux, donc très résumés. Donc, vous pourrez aller voir les précédentes conférences où c'est beaucoup plus détaillé. Donc, pour l'alimentation, c'est une alimentation à base de fourrage, essentiellement, les concentrés n'arrivant qu'en complément si nécessaire. Et donc, cette alimentation apporte la quantité d'énergie nécessaire et elle doit permettre au cheval de mastiquer pendant 15 heures par jour, avec moins de 4 heures de jeûne successifs. Donc ça, c'est ce que va apporter un pâturage à volonté ou du foin à volonté, par exemple. Mais on peut aussi l'obtenir avec un rationnement, avec des filets ou des bacs. L'hébergement, il doit offrir un espace sécurisé et confortable pour le repos, dedans ou dehors, et il doit permettre au cheval de se déplacer en liberté. La santé, il s'agit de prévenir et de traiter les blessures, les maladies et la douleur. Et pour le comportement, il s'agit de pouvoir avoir des relations avec les congénères, de pouvoir exprimer les comportements de l'espèce, comportements spécifiques, donc comme se rouler, se gratter, mastiquer, d'avoir une bonne relation avec l'homme et d'avoir des émotions positives. Alors, ça va s'appliquer aussi bien au cheval dans son milieu de vie, et là j'ai mis en violet
tous les critères du bien-être qui vont s'appliquer au cheval dans son milieu de vie. Donc vous voyez qu'il y a pratiquement tout, sauf la relation avec l'homme qui va plutôt être une relation de travail. Donc même si ce sont des relations sympathiques, hein, le cheval apprend en permanence lorsqu'on interagit avec lui. Et puis au travail, en fait, il va y avoir un certain nombre de critères qui vont être essentiellement la prévention et le traitement des blessures et de la douleur, la possibilité de pouvoir exprimer des comportements de l'espèce. On imagine que, par exemple, quand on a une muserolle trop serrée ou un mors trop contraignant, le cheval, il y a des publications là-dessus, ne va plus pouvoir avaler correctement, ne va plus pouvoir exprimer ses comportements de mastication, ses comportements oraux, et là, il ne pourra pas exprimer les comportements de l'espèce. Donc, avoir une bonne relation avec l'homme, ça, c'est capital. Je dirais que c'est même ce qui distingue le cheval par rapport aux autres espèces animales. Bon, effectivement, un éleveur de bovins, un éleveur de moutons, c'est important qu'il ait une bonne relation avec ses animaux, notamment pour pouvoir les manipuler dans les soins quotidiens. Mais le cheval, la différence, c'est effectivement qu'on va travailler avec lui, on va le monter, on va l'atteler, on va l'utiliser à pied, et donc la relation avec l'homme, elle est primordiale. Et puis, avoir des relations positives dans le travail aussi, c'est important. Alors, la perception du bien-être, elle est individuelle. Ça aussi, c'est capital dans la compréhension de ce qu'est le bien-être. Il faut vraiment distinguer bien-traitance et bien-être, et donc bien connaître la définition de chacun, parce que là, il y a encore une certaine confusion dans le public. Donc, le contexte environnemental, c'est ce qu'on va apporter au cheval pour respecter ses besoins fondamentaux, et c'est la bien-traitance. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans le respect des besoins fondamentaux. On va lui on va lui donner du fourrage, on va lui permettre d'avoir des relations avec ses congénères, on va lui permettre de se déplacer en liberté, on va le soigner, ça c'est la bien-traitance. Et en fonction d'un certain nombre de facteurs, le cheval va percevoir cet environnement différemment. Alors, selon qu'il est plus ou moins jeune, bon, on sait que les jeunes sont plus émotifs, selon qu'il est en bon état de santé, selon son état physiologique, selon son tempérament. Un cheval émotif, effectivement, il aura plus de mal dans un environnement bruyant, stressant. Selon ses expériences passées, puisque tout est mémorisé dans le cerveau, le tempérament va dépendre du patrimoine génétique et en fonction du stress. Et tous ces facteurs de l'environnement, en fait, ils vont être perçus et évalués donc positivement ou négativement à travers les émotions de l'animal, et en fonction de ses capacités d'adaptation, ça va induire du bien ou du mal-être. Donc ça veut dire qu'en fonction des conditions d'hébergement, on va héberger, nourrir plusieurs chevaux exactement de la même façon. Et en fonction de tous ces facteurs-là, il y en a qui pourront être plus ou moins bien en fonction de leur perception de cet environnement. Alors là, il faut absolument que je vous donne la définition, ou que je vous redonne la définition d'émotion, sachant que cette émotion, elle intervient dans la perception du bien-être. Alors, l'émotion, c'est quoi? C'est une réaction affective, intense et fugace. Alors, voilà, je vais essayer d'utiliser mon pointeur. Affective, ça veut dire qui dépend de l'affect, hein, du cerveau. Intense et fugace, en réponse à un événement. Les émotions, c'est très important parce que ça va permettre de réguler la vie de l'organisme et d'en assurer la survie, hein, dans les conditions, je dirais, naturelles. Mais effectivement, s'il y a trop d'émotions négatives, ça va induire trop de stress. Une émotion, on sait que scientifiquement, elle comporte 3 composantes. Une composante comportementale, donc là j'ai illustré la peur, où le cheval va faire un écart, ou va fuir, ou va agresser. Une composante physiologique où on va avoir sécrétion de différents neuromédiateurs et hormones, du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline, qui vont augmenter le rythme cardiaque notamment, qui vont provoquer la libération de différents, notamment des sucres au niveau de l'organisme, pour permettre à l'organisme de fuir ou de combattre. Et tout ça, ça va être traité au niveau du cerveau et mémorisé. Voilà, donc on a une définition scientifique bien précise qui montre donc bien tout l'intérêt de ces émotions. Alors, on passe à la deuxième partie de la présentation, bien-être dans le milieu de vie, dans le milieu de travail. Donc là, c'est important. Pourquoi je vous parle de ces deux éléments-là? Parce qu'en fait, les deux sont importants et
l'un va dépendre de l'autre. C'est-à-dire qu'un cheval qui n'est pas bien dans son milieu de vie, bah, il ne sera pas optimal au travail. Et inversement, un cheval qui n'est pas bien au travail, bah, il pourra montrer un certain mal-être dans son environnement de vie. Alors là, j'ai choisi de parler du box ou du pré. Bon, en effet, on dit que le box a certains effets délétères sur le bien-être du cheval. Donc, bah, tout d'abord, qu'en est-il? Qu'est-ce qui est dit au niveau de la bibliographie? Alors, le box, effectivement, ça favorise les restrictions au niveau des besoins fondamentaux, à la fois alimentaires, spatiales et sociales. Alors là, effectivement, la condition extrême, c'est le box 23 heures sur 24, où le cheval a très peu de foin, n'a pas de relation avec ses congénères et ne sort que pour travailler 1 heure par jour, il n'est jamais mis en liberté. Donc effectivement, dans ces conditions extrêmes, on va limiter, effectivement, diminuer, voire restreindre les besoins fondamentaux. Et là, on va avoir des impacts et des effets négatifs sur la santé, avec notamment des coliques, des ulcères, des troubles locomoteurs, des lésions ostéo-articulaires. Et on va avoir des effets sur le comportement, avec apparition de stéréotypies, d'anxiété, d'hyperréactivité, de stress, d'agressivité envers les congénères, de problèmes dans la relation avec l'homme, avec des défenses, des problèmes au niveau de la sécurité, des manipulations et également des apprentissages qui seront moins bons, tant par leur rapidité, leur qualité et leur facilité. Alors, bien évidemment, on peut adapter les conditions du cheval en boxe afin de mieux respecter ses besoins fondamentaux. Alors, pour illustrer ça, je vous propose, voilà, je voulais vous montrer des résultats récents qui sont d'études qui sont en cours de notre laboratoire, où on a comparé, on a évalué le bien-être de chevaux, à la fois en boxe et en prairie. Donc ça, c'est une étude en cours, donc bien sûr, je vous montre des résultats partiels. C'est un échantillon d'exploitation équestre. Donc, je vais reprendre mon petit pointeur, voilà. Donc là, en fait, la représentation, elle se fait sous forme de radar. Alors, on va prendre par exemple le radar des prairies, où en fait, j'ai autour de mon radar une trentaine d'indicateurs qui sont classés selon les 4 grands principes que je vous ai montrés tout à l'heure. L'alimentation en bleu, l'hébergement en jaune, la santé en rose et le comportement en vert. Alors, ce radar, il représente dans ma population le pourcentage de chevaux satisfaisants pour tous les indicateurs. Ça va de 0 à 100% de chevaux satisfaisants. Donc, par exemple, si on prend pour le radar prairie les quantités de fourrage et le nombre de distributions de fourrage par jour, donc là, c'est des chevaux qui sont à l'herbe en permanence, donc ils ont la quantité de fourrage nécessaire et le nombre de distributions, c'est permanent. Donc, on est, pour les deux indicateurs, à 100% de chevaux satisfaisants pour les deux indicateurs. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un radar où on a 100% pour tous les indicateurs, 100% de chevaux satisfaisants pour tous les indicateurs. Donc, on a un cercle rouge tout autour du radar. Voilà. Alors, donc là, on a la comparaison entre deux échantillons d'exploitation équestre, box ou pré. Et donc, on voit qu'on a des différences déjà au niveau des surfaces, c'est-à-dire que là, on se rapproche un peu plus du tour pour le box que pour les prairies, où on a des endroits où il semble qu'il y ait des problèmes. Donc, sur le graphique suivant, je vous ai mis les indicateurs entourés en rouge. Donc, je vais reprendre mon petit pointeur. Je n'y arrive pas tous les coups. Bon, pourquoi je n'y arrive pas? Voilà. Donc, j'ai entouré, voilà, en rouge les indicateurs pour lesquels on a des différences entre les box et le pré. Voilà. Alors, en fait, pour les box, on se rend compte que on a globalement, sur l'ensemble des exploitations évaluées, insuffisamment de fourrage, à la fois en quantité et en nombre de distribution. Là, c'est quand donc, mon radar il revient vers le centre. Insuffisamment de sorties, à la fois hors du box, que ce soit pour travailler ou pour être en liberté, et de sorties en liberté. Et puis, insuffisamment de relations sociales. Voilà. Et on a aussi des différences, alors moins évidentes, mais qui sont quand même significatives, pour les états émotionnels, où on a
plus de stéréotypies. Donc là, effectivement, on ne va pas arriver à 0% de chevaux satisfaisants, puisque c'est quand même des comportements plutôt rares, je dirais. C'est-à-dire qu'on est quand même en général à moins de 50%. Mais plus de stéréotypies, plus d'agressivité envers l'homme, plus d'anxiété, et plus de chevaux qui ont les oreilles en arrière quand ils mangent. Ça, c'est un indicateur récemment sorti dans la bibliographie, où ça peut montrer pas forcément du mal-être, mais de l'inconfort. Voilà. Donc voilà pour les box. Pour les prairies, on a quand même quelques problèmes, hein, puisqu'on a des chevaux hébergés à l'extérieur. Donc, on a des problèmes en ce qui concerne la propreté de l'eau et la dimension des abris. Donc l'eau, on a toujours de l'eau en général, mais elle n'est pas toujours propre, hein, notamment en été. Et on a des abris qui sont soit il n'y a pas d'abri, soit ils ne sont pas de taille suffisante pour permettre à tous les chevaux de se coucher. Et puis on a également quelques problèmes pour les pieds. Donc pour les pieds, on a 3 niveaux hein, pour l'indicateur pied, c'est-à-dire des pieds qui sont parfaitement entretenus, des pieds pas du tout entretenus, ou des pieds intermédiaires. Alors ça peut être des pieds qui sont pas parfaitement parés, ou peut y avoir des petites irréguliers. Donc c'est surtout ça qu'on a hein, auprès. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les problèmes qu'on a au niveau du box, ça touche quand même les besoins fondamentaux, alors que les problèmes qu'on a au niveau des prairies, bon, sauf quand c'est extrême, ça ne touche pas les besoins fondamentaux. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard, hein, parce qu'on va aller plus loin dans ces études. Alors maintenant, on aborde le travail. Donc le travail, là, en fait, toutes les conditions qui vont accompagner le travail du cheval sont importantes pour essayer d'assurer au mieux son bien-être. Donc là, c'est un petit peu un catalogue, hein, puisque vous avez également des webconférences, hein, dont je vous ai mis les références ici, et vous avez également des conférences que je n'ai pas faites moi, hein, mais qui sont faites par mes collègues Olivier Puce et Marianne, évidemment. Donc, vous trouverez tout ça sur YouTube ou sur le site de l'IFCE. Donc, pour le cheval, je reprends mon petit pointeur. Donc, il va falloir tenir compte de ses capacités physiques. Est-ce qu'il est prêt à faire tel exercice donc à la fois dans sa préparation physique, hein, notamment son entraînement, sa musculation, tenir compte de ses capacités sensorielles avec toute la perception de l'environnement par ses 5 sens qui est différente de la nôtre. Est-ce que je respecte ses capacités cognitives? Donc là, on va respecter ses capacités de compréhension, on va respecter effectivement, et donc d'où l'intérêt de connaître ses capacités cognitives. Donc, et est-ce qu'on va respecter sa réactivité émotionnelle? Donc, notamment la peur. On sait que la peur, c'est un comportement qui est naturel chez le cheval, donc on peut effectivement faire évoluer, mais il est naturel. Donc, on sait qu'un cheval qui a peur est un cheval qui n'apprendra plus, qui apprendra moins bien, et il ne faut certainement pas punir la peur. Donc, il faut respecter tout ça. Ensuite, le cavalier, lui, il faut qu'il soit dans un état émotionnel positif. C'est pas la peine de venir travailler son cheval si après une mauvaise journée, on est grognon et si on reporte toute sa mauvaise humeur sur son cheval. Donc, soit on ne monte pas, soit on se laisse un petit temps de repos et puis on se met dans le nouveau contexte et là, effectivement, on peut profiter du temps qu'on va passer avec son cheval. Tout ce qui va concerner le harnachement va être également capital, donc notamment selle, mors, filet, muserolle, enraînement. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas détailler. On en a déjà parlé. On est en train de préparer à l'IFCE un livre sur l'adaptation de la selle avec un saddle fitter. Et il y a également tout un tas d'expérimentations sur l'utilisation du harnachement. Donc, il faut que ce matériel il soit bien adapté, bon, notamment pour la selle, adapté au cheval et adapté à son évolution, notamment physique. Il faut qu'il soit bien entretenu, bien évidemment. On n'utilise pas de matériel usé qui risque de casser ou qui risque de blesser le cheval. On risque également dans les conditions d'utilisation. Bon, je cite par exemple l'utilisation de la muserolle. La muserolle, on doit la serrer afin de permettre le passage de 2 doigts entre le chanfrein et la muserolle. Bon, effectivement, une muserolle trop serrée, ça va induire du mal-être chez le cheval. Ensuite, la méthode de travail. Donc, quelle que soit sa méthode de travail, c'est bien d'utiliser les principes de l'apprentissage. Donc, vous pourrez les revoir hein, dans les webconférences citées en référence, à intégrer, que vous connaissez hein, très certainement.
partiellement ou totalement, avec l'habituation, le conditionnement opérant et le conditionnement classique. Alors ensuite, évaluer le bien-être. Comment évaluer le bien-être? Donc on va à la fois évaluer la bientraitance, c'est-à-dire qu'on va regarder des indicateurs relevés dans l'environnement du cheval, et bien sûr, pour savoir quel est le ressenti du cheval, on va évaluer le bien-être de l'animal avec des indicateurs relevés sur le cheval. Bon, à savoir que c'est bien, enfin, ce serait bien de privilégier les indicateurs relevés sur le cheval, puisque ce sont ces indicateurs qui vont nous informer sur son ressenti, mais pour certains critères de bien-être, on n'a pas d'indicateur sur le cheval. Donc, on utilise des indicateurs relevés dans l'environnement et on va regrouper tous ces indicateurs dans un protocole d'évaluation. Alors, c'est un peu différent selon qu'on va évaluer le bien-être du cheval dans son milieu de vie ou au travail. Dans son milieu de vie, on va avoir des indicateurs relevés dans l'environnement et des indicateurs relevés sur le cheval et on va les regrouper dans un protocole d'évaluation. Et il existe des protocoles d'évaluation publiés. Pour le bien-être du cheval au travail, c'est un peu différent. On a peu d'indicateurs relevés dans l'environnement. Bon, on peut citer par exemple la qualité du sol, mais on a surtout des indicateurs relevés sur le cheval. Et là, pour le coup, on n'a pas aujourd'hui de protocole validé pour... enfin, il n'y a pas de protocole validé pour l'utilisation sur le terrain, bien que nous, on utilise pour nos travaux de recherche des protocoles donc, qui utilisent différents comportements du cheval, mais il n'en existe pas un aujourd'hui qu'on peut vous livrer, vous, en tant que détenteur et utilisateur de chevaux. Alors, le cheval dans son milieu de vie, ce qui est capital, donc vous pourrez aller voir, je vous ai mis aussi en bas les webconférences qui présentent les indicateurs de bien-être du cheval dans son milieu de vie. Mais là, j'ai voulu mettre l'accent sur les indicateurs qui montrent les grands états de mal-être et qui sont visibles sur le comportement du cheval. Parce que ça, le comportement du cheval, c'est visible par tout détenteur et toute modification du comportement va pouvoir alerter le détenteur. Et donc, il s'agit donc d'indicateurs d'émotions négatives qui caractérisent les grands états de mal-être. Donc ça, ce sont les résultats d'une thèse qui est en cours, enfin qui est terminée, qui est en cours de rédaction, qui va bientôt être soumise, donc qui a été faite dans notre laboratoire à l'INRAE. Et donc en fait, ces 4 grands états de mal-être, c'est les stéréotypies, donc ces comportements répétitifs sans but apparent que le cheval va répéter. Donc là, j'ai montré le tic à l'appui, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, donc vous retrouverez tout ça dans la conférence sur les états de mal-être. Il y a l'anxiété, donc alors l'hyperanxiété, c'est-à-dire qu'un cheval qui montre un état d'alerte dans le cadre d'un événement inquiétant, stressant, effrayant, surtout si c'est un jeune, ça c'est pas un état de mal-être, mais c'est un cheval qui va reproduire ce comportement et qui va être anxieux en permanence, même s'il n'y a pas d'élément déclenchant. C'est l'apathie qu'on peut aussi appeler, qui s'appelle aussi dans la bibliographie la posture figée, ou l'immobilité, ou état de dépression, où le cheval va être non réactif à son environnement. Donc on a cette posture souvent dans le box, où le cheval met la tête vers le mur, encolure et tête et garrot au même niveau. Alors il ne dort pas, c'est-à-dire que souvent il est sur 4 pieds et non pas sur 3, hein, position de repos, et il a l'œil ouvert, fixe, et non pas l'œil ouvert, clos ou mi-clos quand il dort. Et il a les oreilles en arrière, souvent figées, et s'il y a des bruits dans l'écurie, si on passe dans le box, en fait, cette posture ne va pas, il va rester dans cette posture-là. Alors, il va pas l'exprimer en permanence, hein. En fait, les chercheurs, notamment du CNRS de Rennes, ont montré que ce sont des séquences qui durent en moyenne 2 minutes et demie. Et enfin, l'agressivité envers l'homme, qui est un indicateur de mal-être du cheval. Et effectivement, bon, on a parfois tendance à la sous-estimer, voire même à ne pas y faire attention. Alors, à savoir que pour évaluer le bien-être dans son milieu de vie, l'ISE va bientôt sortir une application pour évaluer le bien-être des chevaux qui sera donc utilisable sur mobile et tablette, qui sera téléchargeable gratuitement sur les plateformes courant 2020, qui sera pour tous, aussi bien
professionnels et détenteurs particuliers, et qui va donc permettre d'évaluer une trentaine d'indicateurs validés scientifiquement et relevés dans l'environnement du cheval. Voilà, donc il faut encore attendre quelques mois. Donc cette évaluation, enfin cette application vous permettra d'obtenir des graphiques, des radars, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les 30 indicateurs relevés au pré et au box. Alors pour le cheval au travail, voilà, je vous ai dit qu'il n'y a pas de protocole actuellement qu'on peut livrer donc pour les utilisateurs sur le terrain, mais que nous, on utilise dans nos protocoles de recherche et de développement. Donc là, c'est pareil, vous avez une webconférence que vous pourrez retrouver. Donc, il y a la ref en bas. Voilà. Voilà. Alors, donc, je les ai synthétisés là. Hein. Donc, là, c'est plutôt des indicateurs de mal-être, des révélateurs d'émotions négatives, toutes les dépenses importantes, tout ce qui est position et mouvement de tête et d'encolure, les foignements de queue, les expressions faciales, notamment la position des oreilles, en arrière, comme elle est montrée pour ce cheval-là, où ça montre au moins de l'inconfort, et tous les comportements oraux, avec là notamment on voit l'ouverture de la bouche, mais aussi là une bouche qui va être contractée, parfois voilà, on va avoir la langue sortie et tous ces comportements oraux, alors qu'on voudrait voir une bouche relâchée, un contact sympathique sur le mort, et voir des mâchouillements du mort, mais pas de façon excessive. Alors, savoir observer son cheval, on a quand même des indicateurs d'émotions positives. Et là, on peut avoir ces indicateurs aussi bien au travail que dans le milieu de vie. Donc là, je vous ai rapporté les résultats d'une étude donc, de Léa Lansade, où elle a étudié les effets du ponçage optimisé ou du ponçage un peu plus standard sur des chevaux. Et en fait, donc le ponçage optimisé qui consiste à masser en même temps qu'on ponce le cheval sur certaines régions du corps qu'il apprécie particulièrement. Ben voilà, on a des expressions particulières avec des yeux mi-clos, des oreilles en arrière mais pas figées, hein, elles restent mobiles, des lèvres qui sont avancées avec notamment la lèvre supérieure avancée, et il va y avoir des incitations de contact. Le cheval va même parfois essayer de groomer, voilà, son cavalier. Au contraire, le ponçage standard, on va avoir des yeux très ouverts, des lèvres crispées, une nuque plus haute, et au contraire, il va y avoir de l'évitement, des défenses et des contractions du bassin. Donc, vous retrouverez tous ces résultats dans une webconférence qu'a présentée Léa hein, il y a l'année dernière, je crois. Et puis, il y a également l'attention du cheval envers l'entraîneur, voilà, quand il travaille en renforcement positif. Ça, c'est une étude de l'équipe du CNRS de Rennes, où en fait, bah, on a une attitude relaxée, attentive et plus d'attention envers l'entraîneur qu'envers l'environnement. Alors maintenant, voilà quelques résultats récents sur la cognition du cheval. Donc, bon, cognition, hein, c'est effectivement le terme scientifique qu'on peut effectivement traduire par intelligence du cheval. Donc, la cognition, c'est la façon dont le cheval perçoit et interprète, voire raisonne sur tout son environnement. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais c'est juste pour vous montrer quelques résultats récents et pour en fait donner quelques pré-résultats sur des conférences, prochaines conférences que nous allons vous présenter, puisqu'on a une étudiante qui a présenté sa thèse donc le mois dernier, Mylène Approche, et qui a donc travaillé sur ce sujet-là. Voilà. Alors, les sujets, les chevaux reconnaissent les personnes familières. Et alors, question, est-ce que les chevaux perçoivent les émotions de l'homme? C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une espèce de transfert des émotions de l'un vers l'autre. Alors, nous, scientifiques, pour l'instant, il n'y a rien qui nous permette de le dire. Mais ce qu'on sait, c'est que les chevaux décodent les signaux envoyés par les humains. Donc là, je vous ai remis Clever Hans, hein, le cheval qui était capable de détecter en fait un nombre, par exemple, qui était montré par son entraîneur, pardon, en tapant avec son sabot. Bon là, en fait, on a compris plus tard qu'en fait, il détectait les signaux émis à la fois par son entraîneur et par l'assemblée pour s'arrêter de taper au moment voulu. Donc, ce que l'on sait, nous, c'est que les chevaux, ils sont capables de détecter
nos expressions faciales, nos postures, nos regards, voire nos pointages. Pointage, c'est montrer du doigt un seau, par exemple, où il y a de la nourriture. Ils sont également capables de décoder nos signaux auditifs, et notamment les vocalisations non verbales. J'ai mis les signaux olfactifs entre parenthèses parce que c'est probablement le cas, mais là, il n'y a pas d'études, peu d'études sur ce sujet-là. Et les chevaux croisent les informations visuelles et auditives. Donc là, je vous ai mis donc des photos qui ont été présentées donc dans deux types d'expériences où on a montré sur des écrans d'ordinateur des photos de personnes qui montraient de la joie ou qui montraient de la colère, voilà, et associées ou pas à des signaux auditifs. Et là, donc, si on synthétise les résultats de l'ensemble de ces expériences, eh bien, en fait, avec la colère, voilà, il y a augmentation du rythme cardiaque des chevaux. Les chevaux regardent les images avec le champ monéculaire gauche, qui correspond au champ des émotions, et ils montrent plus de posture de vigilance, et il y a également nécessité de cohérence. C'est-à-dire que si on montre une image de joie avec un signal de colère ou inversement, eh bien, il n'y a plus de cohérence et les chevaux montrent des expressions de surprise. Voilà, dernière diapo sur les derniers résultats sur la cognition, intelligence du cheval. Les chevaux peuvent discriminer des formes ou des quantités. Voilà, donc là, on fait travailler les chevaux sur des écrans d'ordinateur. Ça, c'est des expériences qui sont faites au Japon. Il y a la théorie de l'esprit, je sais qu'il sait. Donc ça, sont des études qui ont été faites au Japon et reproduites dans notre labo, où en fait, un cheval voit un expérimentateur mettre de l'alimentation dans une boîte et la boîte est fermée. Donc le cheval ne peut pas attendre l'alimentation. Et il y a deux opérateurs, enfin deux personnes, un qui a vu l'alimentation mise dans le seau et un qui n'a pas vu. Eh bien, le cheval va interagir plus avec la personne qui a vu. Donc le cheval sait que la personne sait que l'alimentation est dans le seau. Voilà. C'est quand même assez surprenant, mais effectivement, les chevaux sont capables de faire ça. Les chevaux sont aussi capables d'attribuer des intentions aux humains. C'est-à-dire là, c'est une étude qui a été faite dans notre labo avec la présentation de la nourriture. C'est-à-dire que les chevaux agissaient différemment selon que la personne avait vraiment l'intention de donner la nourriture ou pas. Et dernier type d'étude sur la permanence de l'objet. En fait, ce sont des études qui ont aussi été reprises dans notre labo. Et là, vous avez des fiches Wikipédia, une fiche Wikipédia notamment écrite par Milena Troche, où elle détaille cette étude. Bon, en fait, la permanence de l'objet, c'est savoir, là j'ai mis en l'occurrence une carotte, on a une tasse et une carotte, et on cache la carotte sous la tasse, et la permanence de l'objet, c'est qu'on sait que la carotte est toujours sous la tasse. Donc il y a 6 niveaux dans ce test de permanence de l'objet qui sont atteints par le petit enfant assez rapidement dans sa première année d'existence. Le 6e niveau, donc pour vous donner une idée, le niveau 4, on cache la carotte sous la tasse et l'individu, humain ou animal, sait que la carotte est sous la tasse, donc il va pousser la tasse pour trouver la carotte. Le niveau 5 est intermédiaire. Le niveau 6, c'est ce qu'on voit dans les foires où, en fait, on met l'aliment sous la tasse et on a plusieurs tasses et on va changer les tasses de place. Et en fait, l'individu doit être capable de suivre la tasse sous laquelle il y a l'objet et la retrouver. Alors, le petit enfant, lui, est capable de le faire, mais le cheval n'est pas capable de le faire, donc il n'atteint pas le niveau 6. Et c'est identique aux carnivores et aux corvidés. Et par contre, les singes sont capables d'atteindre le niveau 6. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans la vie quotidienne, avec nos chevaux, par exemple, si un cheval voit son congénère passer derrière une haie, par exemple, on travaille dans le manège, on a le congénère qui est dans le paddock à côté, il passe derrière la haie, pour le cheval, le congénère, il n'est plus là. Et donc, ça peut expliquer effectivement qu'il y ait des attitudes de peur pour un cheval qui va être grégaire. Voilà, donc j'en ai terminé. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chevaux sont des êtres sensibles et intelligents. Et probablement beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense, d'où tout l'intérêt des études actuelles sur la cognition. Nous connaissons leurs besoins en matière de bien-être, mais chaque cheval est unique. Donc ça veut dire qu'il faut l'observer pour adapter son milieu de vie et son entraînement. Et on aura des résultats positifs sur son bien-être, sur sa santé, sur sa sécurité et sur la nôtre, également sur sa performance.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous avez le site Wikipédia avec toutes les fiches, le DVD sur l'éthologie du cheval, le livre sur le bien-être qui a été publié par l'IFCE, 400 et quelques pages de synthèse scientifique sur le sujet, et puis le petit flyer gratuit que vous pouvez trouver sur le site et notre blog. Je vous donne les sujets des prochaines webconférences. Maladies infectieuses équines, idées reçues sur les chevaux sauvages et biais de l'évaluation dans la